Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et bien évidemment pour parler plateformes de streaming, et c'est d'ailleurs de plateformes de streaming dont on parle aujourd'hui puisqu'on se retrouve pour parler de la série Mandalorian, The Mandalorian, qui fait son grand retour sur Disney+ ce mois-ci. La série The Mandalorian fait partie de l'univers Star Wars made by Disney, depuis le rachat donc par la Disney Company de Lucasfilm. Si vous voulez en savoir plus sur Star Wars, sur la saga originale, sur le rachat par Disney, sur mon feeling par rapport au rachat de Disney, vous avez déjà une grosse vidéo qui était également une vidéo détente chit-chat qui est disponible sur la chaîne, donc je vous le renvoie, je vous la mets dans le petit i là-haut, je vous la mets en description si vous voulez aller voir et en savoir plus sur mon relationnel avec la saga Star Wars, puisque cette fois-ci on va parler plus spécifiquement de The Mandalorian, de ce que j'ai pensé des premières saisons. On va revenir ensemble un petit peu sur le phénomène The Mandalorian et le phénomène bébé Yoda. Je donnerai mes attentes et mes inquiétudes par rapport à cette nouvelle saison, puis finalement mes impressions sur le tout premier épisode que j'ai découvert ce week-end. Et évidemment, vous en doutez que sur la chaîne, nous allons mettre en place un suivi épisode par des petits shorts, vous avez l'habitude maintenant. Bref, voilà notre planning en mode chill, tranquille. On va pas être sur une vidéo très organisée, on va être sur une vidéo détente et discussion. Je vous laisse avec le générique comme toujours et on commence tout ça tranquillement avec notre petit café juste après. Attention, cette vidéo est susceptible de contenir des spoilers des saisons 1 et 2 de The Mandalorian. Alors, The Mandalorian, ou Le Mandalorien en français, c'est l'une des sorties Disney dans l'univers Star Wars que je préfère, avec Rogue One et plus récemment la série Andor pour laquelle j'ai eu un petit coup de cœur. Ces productions, c'est celle qui fait que je garde espoir dans ce que produit Disney au niveau de l'univers Star Wars depuis le rachat par la compagnie. Un espoir, soyons honnêtes, relativement fébrile. Heureusement pour le moment ils nous annoncent plus trop de films, parce que les films à part Rogue One c'est ceux qui m'ont le plus déçu, que ce soit Solo, que ce soit la post-logie. Mais par contre on a une très grosse quantité de séries qui sont plus ou moins intéressantes, plus ou moins attrayantes et plus ou moins réussies, disons-le. Mais The Mandalorian fait vraiment partie du fleuron des séries Star Wars made by Disney, qui ont fait déjà le succès de la plateforme Disney+, puisque c'était un peu le fer de lance dans l'univers de Star Wars du lancer de la plateforme Disney+, que ce soit aux États-Unis avec la première saison en 2019 ou en France lors de l'arrivée en grande pompe de Disney+ en France en 2020 avec la première saison et directement après la seconde saison qui est arrivée. C'est un fer de lance pour Disney, pour la Disney Company, c'est un fer de lance pour la plateforme Disney+, et c'est aussi l'une des meilleures productions Star Wars de Disney. Et donc en ce glorieux 1er mars 2023, la saga The Mandalorian fait son grand retour sur la dite plateforme avec le premier épisode de la saison 3. Donc la saison 3 comptera comme les précédentes 8 épisodes, elle commence donc le 1er mars, elle a commencé mercredi dernier si vous voyez cette vidéo le jour de sa sortie, et l'épisode 8 devrait donc sortir le 19 avril, elle va donc être à cheval sur 2 mois de printemps et lancer un petit peu le début d'année pour Disney. On y retrouve donc forcément les deux personnages iconiques de la saga, que ce soit Mando ou le Mandalorien Din Djarin, et également le fameux bébé Yoda, qui ne s'appelle pas bébé Yoda, il s'appelle Grogu, mais qui a fait le succès de la série avec son petit côté mignon, tout choupinou, trop mignon, qui fait fondre tous les cœurs, même ceux des gens qui sont pas fans de Star Wars. Il faut le dire, ça a quand même été la force de la série à son lancement, ce petit bébé trop chou, qui fait penser à Yoda, effectivement personnage iconique de la saga, mais qui peut réussir à conquérir jusqu'au cœur de ma maman qui en a absolument rien à faire des sabres laser. Au niveau de la chronologie, les aventures de Grogu et donc de Din ou de Mando ou du Mandalorien se situent entre le retour du Jedi et le réveil de la Force, donc durant le très large blanc chronologique qu'il va y avoir entre la trilogie originale de George Lucas de la fin des années 70 et la post-logie plus récente des années 2010 qui a été une grosse déception, mais je vais pas revenir sur le sujet, je vous renvoie vers la vidéo Star Wars dont je vous ai parlé. Aux manettes de cette série à succès The Mandalorian, on a Jon Favreau. Jon Favreau, il a également travaillé sur le livre de Boba Fett et on le connaît également puisqu'il a notamment travaillé avec le MCU, vraiment un réalisateur phare de la franchise Disney. Il est d'ailleurs également acteur par ailleurs et on a pu notamment le voir dans les films Spider-Man et les films Iron Man, puisqu'il joue le chauffeur plus assistant, plus best friend, plus confident de Iron Man, puis la nounou de Spidey. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie, qui est très à la bonne franquette je trouve, et qui lorsqu'il produit un film on sent vraiment sa passion, du moins pour l'univers Star Wars on sent vraiment un grand investissement
vraiment comme s'il était lui-même fan de l'univers. Je pense d'ailleurs que c'est un grand fan de Star Wars par ailleurs, mais ça rajoute quand même un cachet supplémentaire aux productions qu'il fait dans l'univers. C'est également le cas de l'autre personnalité qui travaille sur la série The Mandalorian, qui est Dave Filoni. Dave Filoni, c'est personnellement quelqu'un que j'admire énormément et que j'adore, puisqu'il a travaillé sur ma série d'animation, enfin l'une de mes séries d'animation favorites, qui est Avatar le dernier maître de l'air. Il a déjà été à la création de l'idée, donc déjà rien que pour ça, c'est un dieu vivant. Mais en plus, il a participé à toute la réalisation de la série, la continuité chronologique, le développement des personnages. Enfin moi, c'est vraiment une série que j'adore. Si vous ne l'avez jamais vue, regardez Avatar le dernier maître de l'air, c'est excellent. Pour adultes, pour enfants, pour tout le monde, l'animation est superbe, les thématiques brassées sont hyper large et très profonde et très intéressante, il y a beaucoup de symbolique, enfin bref, c'est génial, donc rien que pour ça, je le respecte, et en plus de travailler sur cette série-là et sur la série The Mandalorian, il a également quasi intégralement travaillé sur la série d'animation The Clone Wars, qui est également une très très bonne série de l'univers de Star Wars. Alors il y a beaucoup d'épisodes filler, c'est-à-dire d'épisodes un petit peu side story supplémentaires qui sont un peu lourdingues et qui font que se regarder les 15 500 saisons, parce que c'est une série qui est très très longue, ça peut être un peu lourd, mais la série est quand même très intéressante sur ce qu'elle explore au niveau de la thématique du monde de Star Wars. Elle a mis en avant certains personnages, dont Ahsoka, qui est vraiment le personnage, on va dire, emblématique du travail de Dave Filoni, et c'est d'ailleurs lui qui travaille sur la série Ahsoka qui va arriver en fin d'année, en fin de 2023, en début 2024, je sais plus quand est-ce qu'elle arrive, mais elle arrive très bientôt, également dans l'univers Star Wars Disney, et c'est une série pour laquelle j'ai beaucoup d'espoir, parce que j'adore le personnage de Ahsoka que j'ai rencontré dans The Clone Wars, et j'adore le travail de Dave Filoni, donc normalement les deux ensemble ça devrait hyper bien marcher. Je parle, mais je ne bois pas mon café, après on va me dire que ma tasse est vide et je sais pas quoi. Bon, tout ça pour dire que The Mandalorian, c'est une série qui est vraiment à part dans l'univers de Star Wars, déjà parce qu'elle est réalisée par des personnes qui sont vraiment très investis dans l'univers, qui sont eux-mêmes très probablement, assurément fans de l'univers de Star Wars, et en plus c'est une série qui a apporté ce que moi j'attendais pour des continuités du monde de Star Wars, c'est-à-dire d'aller plus loin dans l'univers. Je vous l'ai expliqué dans ma vidéo chit-chat sur Star Wars, que je vous invite encore une fois à aller voir, mais je vais revenir un petit peu sur le sujet ici parce que c'est central dans mon expérience de The Mandalorian. Quand il y a eu le rachat de Disney, je n'étais pas si inquiète que ça. C'est-à-dire que bon, déjà on était dans une période où Disney faisait pas trop n'importe quoi, comme maintenant où ils font quand même... ils partent un peu dans tous les sens, il faut le dire. On n'était pas encore aussi alarmé que maintenant sur la tendance de Disney à faire des reboots, remakes, réassorts et machin, enfin bref voilà, et à manquer de créativité, donc de ce côté-là j'étais pas ultra inquiète. Et en plus, j'avais vraiment envie d'en savoir plus sur l'univers de Star Wars, n'étant pas moi-même une fan. J'aime la première trilogie originale, j'apprécie particulièrement la prélogie que j'avais trouvée vraiment sympathique et qui est l'entrée par laquelle j'ai découvert Star Wars, et je voulais en savoir plus, et surtout je voulais en savoir plus sur cet univers énorme qu'est l'univers de Star Wars. Et donc quand Disney a racheté et qu'ils ont dit qu'ils voulaient faire des projets dans l'univers de Star Wars, je me suis dit on va voyager, on va découvrir le cosmos, on va découvrir cette galaxie entière, on va en savoir plus sur la Force, sur la religion de la Force, on va en savoir plus sur tous ces peuples, tous ces aliens, toutes ces planètes, toutes ces cultures, tous ces mondes qui sont à peine entreaperçus dans la trilogie originale et la prélogie, et j'avais vraiment envie d'en savoir plus. Ils nous ont pondu la post-logie où ils ont ramené les Skywalker et tout le bazar, c'était pas du tout intéressant. En fait, ils ont fait que du copier-coller malaisé de ce qui avait déjà été fait, alors que c'était pas ce que personnellement j'attendais, en tout cas, c'est-à-dire les fans, j'en sais rien pour les fans, mais personnellement je m'attendais pas à du remâcher, du rebrasser de choses qu'on avait déjà abordées. Moi je voulais quelque chose de nouveau, je voulais découvrir cet univers. Donc avec la post-logie, j'ai pas eu ce que je voulais. Avec Rogue One, déjà c'était un peu plus intéressant parce que on creusait la résistance, la naissance de la résistance, donc il y avait vraiment, on allait voir ces espèces de coins d'ombre qu'avait laissé l'univers des deux trilogies précédentes. C'est ce que j'ai eu également avec The Mandalorian. The Mandalorian, déjà t'as les deux principaux personnages, c'est des inconnus total. C'est-à-dire que le Mandalorien, on connaît un petit peu Boba Fett, donc on sait qu'il y a toute une culture autour des armures, etc. Mais personnellement je connaissais pas plus. On nous a un petit peu parlé des Mandaloriens, on a évoqué ce mot, t'as déjà entendu le mot, mais tu sais pas ce que ça veut dire. Et donc t'as toute une culture à découvrir. En plus c'est un peuple qui est très mystérieux. C'était super intéressant. Et à côté on a ce bébé Yoda, où effectivement au début on savait pas trop ce que c'était que cette bestiole. La plupart des gens l'ont découvert début 2019. Moi j'ai découvert un an plus tard durant le confinement. Je m'étais pas penchée avant dessus. Donc moi au début, premier épisode, je suis oh c'est l'enfance de Yoda, ça va être trop intéressant, on va en apprendre plus sur la culture du peuple de Yoda. Pas du tout. J'étais complètement à côté de la plaque, mais c'est quand même ultra intéressant puisque on a tout le mystère autour de cet enfant, la relation qu'il a avec la Force qui est très particulière. Du coup on va en apprendre plus sur comment on enseigne la Force aux petits jeunes, parce que c'est vrai qu'avec Anakin on a eu un aperçu, mais c'était quand même un gamin assez particulier aussi. Bref, très intéressant, très intriguant, ça a titillé ma petite fibre. Là j'étais en mode on a un concept qui est intéressant, et c'est vrai qu'au regard des 2 saisons qui sont sorties, c'est vraiment super. On a découvert de nouvelles planètes, on a découvert de nouveaux personnages. Alors effectivement on a des personnages
importants de la saga qui ont fait quelques apparitions, notamment Boba Fett. Et d'ailleurs ils se sont dit on va faire une série dessus, ça a l'air de faire plaisir aux fans, et ils ont fait une série dessus, qui est pas ouf parce que oui, j'ai révisé. Dans la vidéo Star Wars que j'ai fait il y a quelques mois avant le début de Andor, donc en octobre-novembre, je vous avais dit que j'avais pas regardé Boba Fett, ça y est, j'ai regardé parce que j'étais obligée pour cette nouvelle saison de The Mandalorian, mais je pas trouvé ça fameux, hein. C'est pas fameux. J'étais mort de rire parce que j'ai tout regardé d'une traite, en mode binge-watch, et clairement les meilleurs épisodes c'est ceux où il y a le Mandalorian et Grogu, donc j'étais en mode ouais en fait c'est juste une sorte de gros spin-off de la saison 2 en fait, voilà, c'est un peu dommage pour Boba Fett qui passe complètement à côté du truc, mais bon. D'ailleurs si vous avez pas vu le livre de Boba Fett, la série, avant de regarder Mandalorian saison 3, il y a un petit récap dont on va parler, mais honnêtement je vous recommande quand même d'aller voir des résumés ou des trucs comme ça sur YouTube ou en ligne ou je sais pas où, ou de demander à quelqu'un qui l'a vu, parce que pour le coup il y a des informations qu'il faut pas rater, hein. Entre la fin de la saison 2 et le début de la saison 3, il y a quand même un truc qui s'est passé, important. Si jamais l'info est passée, révisez. Révision obligatoire avant la saison 3. Mais bon, on avait aussi une apparition de Luke, on avait une apparition d'Ahsoka, on avait des apparitions de gros personnages. Mais c'est vrai que la série reste centrée sur, pour le monde, de personnages qui sont des side stories à l'univers principal. Grogu, il apparaît pas du tout dans la post-logie, alors qu'en soi ça se passe avant. Donc on était déjà sur des thématiques qui sont assez intéressantes, mais en plus, honnêtement, ils ont fait un tour de force qui est ce personnage de Grogu, extrêmement mignon, comme je vous l'ai dit, très très attachant. C'est vraiment le petit bébé, il fait des petits bruits de bébé, il découvre le monde, à la fois tu sens qu'il est hyper puissant, à la fois tu sens qu'il maîtrise pas du tout son truc, à la fois tu sens quand même qu'il comprend beaucoup plus que ce que devrait comprendre un bébé de son âge, on sait pas quel âge il a, mais un tout petit pouchounou, il devrait pas en comprendre autant, mais tu sens dans ce regard plein d'émotions qu'il comprend tout ce qui se passe autour de lui et qu'il aime sincèrement notre Dean. Il est très très touchant ce personnage, et ce personnage c'est vraiment un tour de force de génie, déjà de génie du marketing, parce qu'il faut voir tout ce qu'on peut vendre avec du bébé Yoda dessus. Moi j'ai une pop, j'ai 2 pop. Je sais plus où elles sont. J'ai 2 pop. Non, j'en ai 3. J'ai 3 pop. Moi j'ai 3 pop de Grogu quand même, normalement j'ai pas des personnages en double, sauf pour les personnages que j'apprécie vraiment, ça en dit long, mais il faut voir le nombre de merchandising qu'ils ont fait autour de Grogu et ça se vend hyper bien, et en plus je pense qu'il a permis d'accueillir un nouveau public, qui est un public particulièrement sensible à ce genre de figures un petit peu mignonnes qu'on n'avait pas trop dans l'univers de Star Wars avant. En soi on a les droïdes qui sont Chouponius, voilà, R2D2 il est un peu Chouponius, C3PO il est pas Chouponius du tout, mais il fait le taf on va dire. Ensuite on avait BB-8, jusqu'à maintenant l'aspect mignon, cute, qui va on va dire créer l'accroche émotionnelle pour des personnes qui sont pas trop attachées à l'univers des Jedi, etc. Ça venait des droïdes, mais les droïdes restent des robots et c'est donc difficile de leur accorder vraiment spécifiquement des émotions très humaines qui vont faire qu'on va vraiment tisser un lien émotionnel avec le personnage. Là, pour le coup, ils ont vraiment apporté le petit alien vert mignon aux grands yeux qui bouffe des trucs et qui aime les sucreries. C'est vraiment un tour de force marketing, c'est un tour de force au niveau de l'écriture. En plus, il contrebalance complètement la figure de Mando qui lui va apporter le côté action, le côté un peu froid, le côté un petit peu, voilà, monde cruel. En plus, il est à moitié dépressif le mec, donc clairement ça aide. L'équilibre entre ces deux personnages est d'une intelligence au niveau de l'écriture, à la fois pour que le produit se vende, clairement, et le produit se vend, mais à la fois pour créer un scénario qui est vraiment intéressant, vraiment attachant, où on découvre des cultures, on découvre des planètes. On a quand même une quête qui est d'abord livrer le package si vous voulez, ensuite s'attacher au gamin et l'aider dans son parcours force à la force, mais cette quête, elle s'était terminée à la fin de la saison 2. Du moins, c'est ce qu'on pensait. Parce que oui, la grande question c'est, mais où est-ce qu'on allait à la fin de la saison 2? Donc pour ceux qui n'ont pas vu la fin de la saison 2 et qui n'ont pas peur de se faire spoil, puisque évidemment je spoil les 2 premières saisons, à la fin de la saison 2, bébé Yoda retrouve le parcours de l'école. Bébé Yoda va être récupéré par Luke le Grand, Skywalker, officiel, le vrai, en chair et en os, tout beau, avec le zin zin et tout bien comme il faut. Je rigole, mais la fin de la saison 2, elle était ouf dingue. Là où avant on était purement sur des blazers et des combats au sabre à la Mandalorian, là on retrouve le chemin de la Force, on retrouve le chemin vers les Jedi et vers le conflit sempiternel entre les Jedi et les Sith. Et à la fin de la saison 2, notre Mando, il avait fait ce qu'il avait à faire. Voilà, il avait livré le gosse. Le gosse c'était retourné à l'école, l'apprentissage, tout ça. Donc la question c'était de quoi ils vont nous parler ensuite. Et cette question, elle est résolue donc dans cette fameuse saison 1 du livre de Boba Fett, où il nous explique que bébé machin, il veut revenir avec son copain. Et on peut le comprendre, parce que clairement, moi, je préfère voyager avec Pedro Pascal que faire des cours avec Luke Skywalker que je peux pas me voir en peinture. Donc moi, clairement, je comprends totalement sa décision. Mais il n'empêche que, du coup, j'avais des attentes, mais surtout des peurs par rapport à cette saison 3. En fait, ils nous font un espèce de petit twist, déjà qui nous oblige à voir leur autre série, là encore, génie du marketing, tout ça, puisque même moi, je suis tombée pigeonne que je suis, j'ai regardé le livre de Boba Fett. Mais en plus, ils peuvent
peuvent continuer la série la plus lucrative du monde Star Wars jusqu'à maintenant, qui est donc cette série The Mandalorian avec cette saison 3. Voire même qu'on a déjà annoncé Jon Favreau, une 4ème, voire une 5ème, 6ème, une 12ème, une 37ème, bref, on en a encore pour un paquet de temps. Et c'est là qu'on en arrive à mes inquiétudes. On va être complètement à l'inverse de ce que j'ai pu vous dire pour Andor. Pour Andor, ce que je trouve très bien par rapport à la série, c'est qu'ils savent exactement où ils vont, puisque la série Andor est le préquel du film Rogue One, donc on peut pas aller plus loin que loin. On peut pas étaler le beurre sur la tartine trop longtemps, puisque à un moment, tu fais une saison, 2 saisons, Andor ce sera 2 saisons d'après ce qu'ils ont annoncé, puis au bout de 2 saisons, tes personnages, Rogue One, voilà, t'as abouti ton chemin, t'as un objectif qui est clair, net et précis, et donc tout ton scénario va se construire par rapport à un objectif clair, net et précis. On va avoir tendance à avoir quelque chose de beaucoup plus abouti, avec des enjeux qui sont clairs et nets, et qui permettent de pas avoir une série qui va aller dans tous les sens. Et ce qui m'inquiète avec cette saison 3 de The Mandalorian, c'est que saison 1, saison 2, on avait un objectif qui était clair, net et précis, son chemin aboutit en rencontrant Luke, mais là, avec l'ouverture qu'il crée dans le livre de Boba Fett, qui est un retour de Grogu vers Mando, la porte est ouverte à tout et n'importe quoi. Or, je rappelle quand même qu'on est dans l'industrie Disney. Et dans l'industrie Disney, des fois, ils font quand même n'importe quoi. Et c'est là que sont mes inquiétudes, c'est-à-dire que quand je vois que Jon Favreau déclare dans une interview que lui, il espère continuer encore longtemps les aventures de Grogu et Din, je le cite, il a dit que pour le moment il n'avait pas de fin précise en tête et qu'il souhaite continuer à raconter les aventures de Mando et de Grogu encore longtemps. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète, pourquoi? Parce que j'ai peur que ça devienne juste balade dans la galaxie. Alors en soi, il y a un côté cool, on va visiter plein de planètes, on va probablement rencontrer plein de cultures, etc. Mais au bout d'un moment, si l'histoire a pas d'enjeu, ça devient vaseux. Et j'ai peur que ça devienne vaseux, alors que pour le moment, la saison 1 et la saison 2 sont excellentes. C'est vraiment ma principale et unique inquiétude d'ailleurs, parce que j'en ai pas particulièrement d'autres. J'ai vraiment peur que l'histoire perde ses enjeux, et qu'on ne sache plus vraiment où on va, et pourquoi on y va, et qu'est-ce qu'ils veulent. Parce qu'en soi, si on s'arrête à la fin de la saison 2 avec le supplément, on va dire, de ce qui se passe dans le livre de Boba Fett, il n'y a plus vraiment d'enjeu, en tout cas autour du personnage de Grogu. Les seuls enjeux qui peuvent rester, c'est ce qui va se passer autour de Din, qui a enlevé son casque, qui se retrouverait donc au banc du groupe un peu spécifique de Mandaloriens auquel il a appartenu, qui est donc la Death Watch, auprès de qui il s'est engagé de ne jamais retirer son casque. Et comme il l'a retiré, là il est en difficulté, donc la question ce serait de voir un petit peu son tracé à lui. Il pourrait rejoindre d'autres groupes de Mandaloriens, on en a notamment croisé dans la saison 2. Ça pourrait être une problématique, mais ça me semble quand même assez trouble et assez vaseux au niveau des enjeux de la saison 2. Après, ceci étant dit, c'est vraiment ma seule inquiétude, et pour le reste, j'ai juste des attentes de retrouver ces personnages auxquels je me suis attachée émotionnellement parce qu'ils sont super bien écrits et parce qu'en plus ils ont ce facteur vraiment intéressant où on est vraiment sur un duo avec un équilibre assez intéressant au niveau de comment c'est construit. Le mignon et le brutasse, là, ils vont bien ensemble, faut être honnête. Découvrir de nouvelles planètes, ça c'est toujours mon objectif dans l'univers Star Wars, découvrir des planètes, découvrir des cultures, découvrir des traditions, découvrir des langues, découvrir des nouveaux aliens, découvrir des nouveaux designs, visiter. En fait, je veux visiter. Mon fantasme absolu, ce serait une série touristique Star Wars. Voilà. Disney, si vous m'entendez. Franchement, pour ceux qui connaissent Disneyland Paris, comme le Star Tour. Vous voyez, une série où on monte dans une navette et chaque épisode, c'est la découverte d'une nouvelle planète, d'un nouvel environnement, d'une monde de Star Wars. On l'appellerait la série Star Tour. Ce serait une série qui serait inspirée de l'attraction qu'il y a à Disneyland, mais qu'il y a dans d'autres... je crois qu'il y en a une à Disney World, enfin bref, dans d'autres lands Star Wars de Disney, notamment aux États-Unis. Franchement, ça, ce serait hyper cool. Ça, ce serait mon fantasme absolu dans le monde de Star Wars. C'est-à-dire, on s'embête même pas avec une histoire de scénario, comme ça on peut pas dire qu'il y a pas d'enjeu s'il y a pas de scénario, on va juste visiter à chaque épisode une planète avec plein d'explications sur l'environnement, sur les espèces, ce serait trop cool. Donc je me rabats sur les séries et je continue à chaque fois à avoir des attentes de découverte de planètes. J'ai été très satisfaite avec la saison 1 de Andor et j'espère là encore être satisfaite par cette saison 3 de The Mandalorian, sachant que j'ai quand même eu mon lot de visites, d'exploration et de découvertes dans les 2 premières saisons et que je souhaite aller plus loin de ce côté-là. Et c'est le moment où nous en arrivons donc à ma réaction sur l'épisode 1. J'ai donc découvert l'épisode 1 un peu après tout le monde, j'avais tout bloqué sur les réseaux sociaux donc je n'ai pas vraiment d'idée de comment les autres ont réagi par rapport à ce premier épisode, j'ai encore rien vu pour le moment. J'avais tout bloqué sur les réseaux sociaux et j'ai découvert quelques jours après sa sortie ce week-end, avec quelques appréhensions comme je vous l'ai dit, mais honnêtement au moment de lancer l'épisode, quand d'abord il y a l'espèce de petit logo Star Wars qui apparaît, j'aime beaucoup l'animation qu'ils ont fait avec les espèces de passages de bleu et de rouge, là, j'ai trouvé ça très cool. J'étais hyper enthousiaste. Dès le début j'étais vraiment à fond, donc honnêtement j'ai très bien vécu ce premier épisode parce que j'étais juste trop contente de me replonger dans cet univers et trop contente de retrouver ces personnages. Pour recontextualiser un petit peu, il nous met un mini résumé au début que personnellement je trouve complètement insuffisant. Si vous avez pas vu le livre de Boba Fett, vous êtes un peu largué. Un peu plus tard dans l'épisode, il y a quand même quelques explications sur
ce qu'a appris, on va dire, Dean lorsqu'il s'est rendu auprès de la Death Watch, et pourquoi Grogu il est là alors qu'il devrait pas être là. Mais honnêtement, je vous incite quand même à regarder des résumés, ne serait-ce que des résumés de la saison 1 de Boba Fett pour savoir un petit peu ce qu'il en est et avoir un peu plus de détails, voire de vous la binge-watcher, même si elle est pas excellente. Il nous faut vraiment un coup à la Marvel où on est obligé de regarder pour suivre la chronologie, ça m'énerve, j'aime pas me faire pigeonner comme ça, et pourtant je me fais quand même pigeonner, c'est très agaçant. En tout cas, le mini résumé de l'épisode 1 est, je trouve, assez insuffisant. Mais passé cette petite déception, on entre directement dans le sujet avec une grosse scène d'action. Là, je pense que le but c'est d'accrocher le spectateur dès le début de l'épisode avec quelque chose de très dynamique. Alors la scène d'action est plutôt sympa, même si je l'ai trouvée un peu longuette, je vous avouerai, parce que peut-être qu'elle arrive trop brutalement en début d'épisode et qu'on n'a pas eu le temps de s'installer dans son canapé ni rien, que déjà ça va dans tous les sens. J'ai trouvé ça un petit peu audacieux de commencer aussi abruptement, mais la scène est très très bien, hyper fluide, c'est toujours aussi beau. Franchement, les 2 premières saisons étaient déjà magnifiques, alors avec leur espèce de technologie, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais où en fait, c'est pas des fonds verts, c'est un gros écran LED qu'il y a derrière eux. C'est la même technologie qu'ils ont utilisée pour 1899, la série Netflix dont on a parlé récemment sur la chaîne d'ailleurs. Et c'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi magnifique. Cette série, au niveau visuel, moi personnellement, j'ai absolument rien à dire. Elle est superbe, les effets spéciaux sont magnifiques. C'est franchement de la très haute qualité. On est sur quelque chose de très très beau. À côté, She-Hulk, c'est She-Hulk. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et au-delà de ça, il faut reconnaître que ma principale inquiétude, qui était donc les enjeux qui seraient un peu confus, sont super bien posés dans l'épisode. On nous pose très très bien l'objectif principal, les espèces de mini-quêtes, le mini-parcours qu'on va avoir à faire pour réussir notre quête et notre objectif principal. On dirait presque le début d'un jeu tellement c'est efficace. Vraiment, on nous donne l'objectif qui, je pense, va animer toute la saison. Très clairement posé, efficace, il est même répété plusieurs fois histoire qu'on soit bien sûr que c'est ça qu'on va faire. C'était un petit peu répétitif d'ailleurs, mais je peux comprendre qu'ils insistent et qu'ils sont un peu lourdingues là-dessus, vu qu'effectivement c'était un peu flou en début d'épisode. Et ensuite on va nous poser les espèces de mini-quêtes, les mini-points de contrôle qu'on va devoir faire pour accéder à notre objectif final, qui atteindra probablement l'épisode 7-8 évidemment. Voire même qu'il va se faire en plusieurs saisons. Cet objectif principal va nous faire creuser la culture des Mandaloriens, je ne demande que ça, et également du coup les traditions mandaloriennes de la Death Watch, qui honnêtement attisent beaucoup ma curiosité. Je suis très très curieuse d'en connaître plus sur cette espèce de secte mandalorienne. On nous promet aussi du voyage, puisque on va devoir parcourir, aller récupérer des éléments, rencontrer des personnages, collecter des indices, donc on va voir de nouvelles planètes. On en découvre d'ailleurs déjà dès l'épisode 1, donc moi j'étais très contente de ce côté-là. On revoit aussi des lieux qu'on a connus dans les saisons précédentes mais qui ont évolué, ce que je trouve super cool, Nevarro notamment. Et histoire d'être bien clair sur les enjeux, on nous présente également un nouvel antagoniste qu'on ne connaissait pas et qui est ridicule. Je suis désolée d'avoir à le dire. Pour être parfaitement honnête avec vous, on dirait un reboot spatial de Pirates des Caraïbes, parce que honnêtement, l'antagoniste et ses acolytes, on dirait vraiment la version de l'espace de David Jones et des mecs du Hollandais volant. Mais alors, mais comme le nez au milieu de la figure. Disney, tu es pris la main dans le sac d'autocopiage. En soi, ça m'a fait rire. Je vais être honnête avec vous, j'ai éclaté de rire quand j'ai vu la gueule du bestiau. J'étais en mode, ok, c'est vraiment... c'était un peu trop. Je l'ai trouvé presque grotesque. Je pense que je vais m'y habituer. Et en soi, j'aime l'idée, j'aime le concept derrière, mais je l'ai trouvé un peu grotesque. Donc je suis honnête avec vous de ce côté-là. C'est pas les effets spéciaux, c'est pas qu'il est moche, c'est juste que le design du truc, la façon dont le personnage a été pensé, waouh. Waouh! Il est tellement surexcessif qu'on dirait un personnage de shonen. On dirait qu'il est tiré de One Piece ou qu'il est tiré de Fairy Tail, vous voyez, tellement il est très très excessif au niveau de son design. Et comme je le dis, il ressemble beaucoup à David Jones dans le style spatial. En soi, il est probablement intéressant et j'attends d'en voir plus, mais là j'ai trouvé un peu ridicule. Mais au-delà de ça, au niveau de l'épisode en entier, je l'ai trouvé plutôt concise et plutôt efficace dans son discours en fait, avec une bonne définition des enjeux, de l'antagoniste. Évidemment, on a le buffet complet de ce que peut nous proposer la saga, c'est-à-dire des scènes mignonnes avec Grogu. La scène du méchant bébé était trop mignonne, voilà, et j'ai fondu. Moi je suis un pigeon, je fonds, tu me mets une scène comme ça, je vois, il est trop mignon, il me faut la pop. Voilà, non, plus de pop de bébé Yoda. C'est fini, j'en ai déjà 3, ça suffit. Mais donc, il y a l'aspect corde sensible mignonne, il y a du spatial pour l'aspect corde sensible des gens space opéra, pour retrouver un petit peu du Star Wars classique, il y a un petit peu de visite, il y a un nouveau lieu, il y a des personnages des saisons précédentes et une introduction de nouveaux personnages qui sont notamment les antagonistes. Donc on a un petit peu un effet buffet complet où on étale tout devant toi en mode hey, tu te rappelles comment la série elle est trop bien. Mais ça marche parce que comme c'est bien amené, bien écrit, que les visuels sont propres, sauf le design de l'antagoniste. Donc oui, il y a un côté un petit peu regarde, tu te souviens comment c'est trop bien, un petit peu fan service quoi. Moi je suis fan et je suis servie et ça me convient très bien en fait. Donc en soi j'ai trouvé cet épisode 1 très utilitaire, en fait très efficace, mais très clair sur ce qu'il définissait comme enjeu pour la saison 1, assez entraînant pour me donner envie de regarder les suivants. J'ai revu les personnages que j'aime, j'ai vu les lieux que je connaissais déjà, j'ai vu des nouveaux lieux, j'ai rencontré des nouveaux personnages.
full package, messieurs dames. Le menu Maxi Best Of est efficace. On n'est pas sur quelque chose d'original, l'originalité viendra probablement bien plus tard, mais là je trouve qu'on raccorde quand même très bien les wagons avec la saison 2, très bien les wagons avec le livre de Boba Fett, on nous dit ce qu'on va faire, mais que demande le peuple? Donc personnellement je suis plutôt très contente de cet épisode 1, j'attends avec impatience la suite parce que du coup c'est vrai que là on nous donne un petit peu l'eau à la bouche sur les nouveaux objectifs, donc bien sûr que j'ai envie d'en voir plus. Et du coup, comme je vous l'ai dit en introduction, ce que je vous propose, c'est que chaque semaine, on se retrouve dans un petit short de 1 minute, comme on le fait déjà pour The Last of Us et comme on l'a fait pour plein d'autres séries, She-Hulk, Rings of Power, etc. Je vous propose qu'on se retrouve tous les jeudis ou vendredi, ça dépendra de mon emploi du temps, pour un petit short de 1 minute pour échanger ensemble autour du nouvel épisode. Et écoutez, moi je suis plutôt enthousiaste. J'avais des inquiétudes, honnêtement je les ai toujours, parce que là on est sur la saison 3, il parle déjà de la saison 5, donc de ce côté-là, le côté flou, je sais pas trop où on va, j'ai toujours peur. Après, je fais confiance, c'est deux réalisateurs que j'apprécie, on sait que Disney peut mouliner dans la semoule, mais eux c'est quand même des gens qui font des trucs super clairs et précis. The Clone Wars sur lequel Dave Filoni a travaillé, c'est des centaines d'épisodes, et pourtant tout se tient en soi, même s'il y a quelques fillers qui servent à rien, donc je demande à voir, je suis plutôt optimiste, j'ai apprécié ce premier épisode, bah écoutez, vivement le prochain. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, un peu chit-chat, un peu discussion chill autour du retour de la série The Mandalorian sur Disney+. Si vous l'avez apprécié, vous connaissez la chanson, vous pouvez mettre un like juste en dessous, ça fait toujours plaisir, ça donne le sourire, ça me soutient dans ce que je fais et ça aide YouTube à référencer la vidéo. Mais surtout, vous pouvez me laisser un petit commentaire juste en dessous pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode 1 si vous l'avez vu, me dire si vous appréciez ou pas la série The Mandalorian et pourquoi. Franchement, je serais curieuse de savoir s'il y a des gens qui l'apprécient pas parce que je trouve que c'est une série qui est quand même globalement très bien reçue par le public. Donc si vous l'appréciez pas, expliquez-moi pourquoi, ou si vous la regardez pas, pourquoi. Et pour être sûr de suivre la saison ensemble, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, c'est en dessous, c'est gratuit, ça me soutient, ça donne le sourire, ça référence, tout ça, bref, vous connaissez la chanson. Moi je ne vous embête pas plus, je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bon visionnage, peut-être l'épisode 1 de The Mandalorian saison 3. Surtout, prenez soin de vous, et nous on se dit comme toujours, à très vite. Bon, ça va être une petite vidéo chill. Je reprends lentement mais sûrement de filmer les vidéos. Tranquillou bilou, no stress. En plus on parle d'un truc cool, donc parlons d'un truc cool. Voilà. J'espère que vous allez bien, by the way. Lumière, ça va? Oui, ça va. Le micro habituel est de retour. Avec son nouveau petit cache anti... Donc normalement vous devriez plutôt bien m'entendre. Vous m'en voulez beaucoup pour le test de micro que j'ai fait pendant les vacances. Je suis désolée, mais à la fois chill out, c'est juste un micro. Enfin je veux dire c'est juste du son. Je sais que le son pour une vidéo YouTube c'est important, mais enfin faut s'imaginer la logistique qu'il y a derrière et voilà. J'ai un micro Kali à côté, ce qui est super cool, et je suis très reconnaissante à ma famille, mais je vais pas leur demander de m'en acheter un deuxième. Donc voilà, on fait comme on peut. On fait au mieux, dirons-nous, mais en tout cas, le micro habituel est de retour. Hallelujah. Non, bref, voilà, on est parti. Je crois que ça fait du bruit, c'est désagréable. Et comme je m'agite beaucoup quand je parle, je vais le resserrer. C'est mieux. Oh, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère que c'était sympa pour vous. C'était sympa pour moi. En soi, les vidéos chit-chat, c'est des vidéos un peu étranges parce que c'est des vidéos... Je parle toujours toute seule à ma caméra, hein. En soi, il n'y a aucune conversation à part des conversations que j'ai avec moi-même. Enfin, si vous êtes habitué des vidéos sur la chaîne, vous savez que je suis à un plan qui est à peu près toujours le même, où en fait on analyse le film selon différents points, ce qui fait que ça permet de mieux mettre en valeur les points forts et les points faibles selon moi, et les différents avis que j'ai eus sur la construction du film, sa construction visuelle, artistique, l'aspect scénaristique, le rythme, etc. Les vidéos chit-chat, en général, c'est pas du tout ça, c'est plus beaucoup plus général, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus entre nous. Bon, je fais quand même du cut et tout, parce que des fois je me loupe ou je pars trop loin, parce que je fais des digressions. Franchement, je pense que vous imaginez pas le nombre de digressions que je fais qui n'ont rien à voir avec le sujet principal, ou alors c'est très capillotracté, que je coupe. Honnêtement, des fois je coupe... Je m'écoute comme ça, je suis en mode mais qu'est-ce que je raconte, mais ça n'a aucun rapport avec le sujet initial et je coupe 3 minutes d'enregistrement. Mais c'était très sympathique. Voilà, pour une petite reprise après une petite pause, c'était fort sympathique. J'espère que ça l'était pour vous aussi. Merci d'avoir suivi ces scènes post-génériques. Je finis mon café froid et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.